Podcast. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce 4e épisode du Club de lecture sur le thème des contes. Je crois que c'est les contes, je me suis pas trompée. Non, c'est les contes, commence pas à nous. Bonjour madame, que faites-vous dans ce salon Discord? Tandis que dans le chat, la foule est en délire. Autour de cette table virtuelle, de ces thés virtuels, ou pas trop peut-être, et de ces livres pas tellement virtuels, avec moi, il y a Ogra, Bonsoir. Corée Bonsoir. et Sarah. Salut. Est-ce que vous allez bien? Ça va. Très bien. Un peu fatiguée de début d'année. Déjà? Ça va, c'est Oui. trop tôt pour être fatigué. Hein. En plus, on est que mercredi, là. Ouais, c'est ce que je me suis dit ce matin, on est que mercredi. Alors, on faisait les vœux du travail, on annonce tout ce qu'il faut faire dans l'année qui vient, et ça fatigue. C'est un peu ça, ouais. C'est fatigué d'avance de tout ce qu'il va y avoir à faire. Bon, dans le dernier épisode, nous parlions des livres pour enfants, pas tellement pour enfants, qui étaient vraiment pas tellement pour enfants pour certains. Et dans ce club de lecture-là, alors c'est vraiment... On a tiré au sort, on n'a pas choisi les thèmes, donc on est sur les contes. Alors les contes, est-ce que c'est pour enfants? Je pense que là aussi, il pourrait y avoir un gros débat de certains contes, de selon desquels on parle, de l'époque à laquelle ils étaient racontés aussi. Peut-être que ce qu'on considérait être pour enfants en 1600 et quelques n'est plus ce qu'on considère être pour enfants de nos jours. Et vice-versa, allez savoir. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce thème avant que nous commencions à attaquer nos livres? Alors, on a regardé combien de définitions en tout sur le Discord pour savoir ce qu'était un conte. Beaucoup. Alors moi, la définition que j'ai trouvée, c'est c'est compliqué. C'est compliqué. C'est ce que j'ai retenu. Est-ce que vous-même, vous avez une définition à apporter? Moi j'ai triché, j'ai pris le conte philosophique. Ah, ça c'est du coup le bouquin... Et il y a une définition du conte philosophique? Grosso modo, il y a un peu de satire, c'est censé parler de la société, et voilà. Ok, c'est une chronique d'humoriste à la radio, quoi. Ouais, on est un peu plus long. C'est vrai que Guillaume Meurice pourrait écrire un très bon conte philosophique. Bah écoute, on va lui envoyer notre épisode et peut-être que ça l'inspirera. Les filles, Corée, Sarah, vous avez des définitions en tête particulières ou pas? C'est pas obligé. Non, pas du tout. Du coup, j'ai cherché mon livre, tout simplement. Enfin, je t'ai demandé, tu m'as dit c'est compliqué. Ok. Donc, Donc tout rentre plus ou moins. Des fois avec un pied de biche, mais globalement ça Voilà. rentre. Ok, bah très bien. Alors je vous propose qu'on attaque le premier livre. Qui veut se lancer? je me propose, car mon livre est un petit peu particulier, vu que ce n'est pas un conte, c'est un livre de contes. Si vous trouvez que les contes de fées sont un peu cucu et sans profondeur, c'est probablement parce que vous avez en tête les archétypes de Disney. Et donc pour ce thème du conte, on a tous et toutes fait des recherches, parce que dans le club de lecture, on est carré. La réponse de Pomme est quand même assez incroyable, parce que tout ce qu'elle a réussi à me dire, c'est compliqué. Ce qui m'a avancé déjà. Hein. Donc en étant quelqu'un de très rationnel, si tu veux, j'ai fait la chose la plus sensée, c'est que j'ai couru comme une des ratées à BD Fugue, qui est une librairie de bande dessinée à Lille, et qui a la gentillesse de me supporter, parce que quand je suis arrivée en mois de décembre en disant j'ai pas le temps de lire, j'aime pas les livres pour enfants, il me faut un conte, bonjour. Alors je t'explique, il me faut un truc pour un conte, mais pas pour enfants, et puis j'ai pas le time. Allez, hop. Tu me fais une fiche de lecture, ça ira bien. J'ai pas le temps, donc ce serait bien avoir une BD. Et il m'a dit mais pourquoi tu veux ça? C'est pour Noël, parce qu'on s'était pris à l'avance. Et là j'ai fait c'est pour un club de lecture. Et pas mal m'a dit que c'est compliqué. Donc voilà, donc comme vous voyez, c'était hyper rationnel. Du coup, il m'a quand même sorti un truc magique, c'est-à-dire une BD qui va parler du conte. Et ce titre est magique parce que c'est « Et à la fin, il meurt, la sale vérité sur les contes ». Et c'est une bande dessinée, parce que le packaging ressemble vraiment à un livre de contes. Il est très très joli, mais en vrai, c'est une bande dessinée. Et l'autrice, c'est Lou Luby. C'est édité aux éditions Delcourt. Et c'est vrai que c'était court parce que c'est un format à 246 pages. Tout était respecté. Et donc,
Je vais pas vous mentir, j'ai lu comme tout le monde des contes de Disney et ça m'a bien grave saoulée. Et quand je suis devenue mère de joyeux enfants, j'ai eu la grande erreur de lire La psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. C'est un bouquin de Je l'ai lu 1977 aussi. et j'en suis ressortie avec cette idée que quand on est un homme adulte et un peu vieux jeu dans la psychanalyse, sous-entendez qu'il a bien poncé Freud, le gars, il vaut mieux ne pas s'attarder sur la tradition orale, pardon pour le jeu de mots, que je pensais destinée aux enfants. Et donc le conte, est-ce que c'est vraiment pour enfants? Parce que c'est vraiment le truc qu'on s'est posé pendant tout le long de la lecture et quand on a discuté un petit peu en amont. Et pour citer l'autrice, c'est pas vraiment pour l'enfant parce que le premier truc qu'elle dit, c'est si tu es Timothée et que tu as 8 ans, c'est le moment de changer de livre. Et si je peux me permettre, Timothée, il est 21h, ce serait peut-être temps d'aller te coucher sans aucun jugement pour ta maman. Et donc, on va tourner autour du pot. J'en ai Très bien. bien conscience. Mais comme j'étais vraiment pas inspirée du coup et que j'avais un livre qui parlait de contes, je me suis dit allez, on va faire une petite griffouille dans le contrat du club de lecture. Je vais pas vous parler d'un conte, je vais vous parler de tous les contes, c'est-à-dire les contes de Disney, les contes de Perrault, et ça va durer très longtemps. Et c'est pour ça que vous aimez quand je fais les chroniques. En fait, ce qu'on va découvrir, c'est qu'elle a écrit un livre sur les contes. Et là, elle va nous en parler. C'est bien, elle va parler de mon compte à ma place, peut-être. Peut-être, éventuellement. Non. C'est surtout que, du coup, ce qui va Corée être va nous faire une sympa chronique. là-dedans, c'est qu'on va avoir les caractéristiques du conte. Parce que c'est compliqué, les contes. On est d'accord. Et un conte, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est pas une fable. Donc, parce que normalement, le conte n'a pas de morale, hein. C'est à cause de Charles Perrault et un petit peu plus tard aussi les frères Grimm qu'ils ont commencé à instaurer des morales. Et puis c'est pas un mythe parce que le conte c'est toujours des personnes ordinaires. Et oui, avant des princesses Disney et autres joyeusetés, les personnages de contes étaient vraiment des gens lambda comme vous et moi. Maintenant qu'on sait ce que c'est pas, qu'est-ce que c'est que le conte, sachant qu'il y a toujours des exceptions à chaque fois. Donc un conte, c'est issu de la mémoire collective. Ça a une structure narrative simple et peu détaillée, donc c'est plutôt un court récit. Et ce qui est plutôt normal parce qu'on a retrouvé des racines des contes depuis quasiment plus de 3000 ans. Le premier conte écrit, c'est un conte égyptien, c'est le conte des deux frères. On peut supposer en fait que le conte, ça vient limite du néolithique, c'est deux hommes des cavernes, ils étaient autour d'un feu, ils se sont dit ah dis donc qu'est-ce qu'on s'embête tous en raclant des pots de bêtes. Et si je te racontais une petite histoire? Voilà, c'est ça l'origine du conte. C'est le podcast de l'écoute Voilà. de l'époque quand j'écoute des podcasts en faisant à Et manger. puis un jour, voilà, c'est le même principe. un autre homme. Ça s'appelle faire une confiture. Exactement. Dans le néolithique. Les personnages des contes sont des personnages symboliques ou caricaturaux. Il n'y a pas de morale. Donc, il faut savoir que les contes, avant d'être pour enfants comme on avait pour Grimm, il y avait des contes pour grandes personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Il se passe des choses. La Belle au bois dormant, elle s'est pas réveillée avec un petit bisou chaste sur la bouche, comme veut nous faire croire. Non, elle a accouché. C'est comme ça qu'elle se réveillait. Donc, vous voyez, c'est toujours des trucs. Ah bah ça réveille, hein. Sans péridurale, excuse-moi. Mais... Comme Amy dans Doctor Who. T'es là, t'es en train de pioncer et tout d'un coup... Poussez, madame, poussez. Enfin bon, bref. Et c'est surtout des aventures imaginaires. Et donc, avec ce livre, on va découvrir vraiment toute l'origine des contes. Et c'est ça qui est super parce que plutôt que d'avoir un truc très académique, on va avoir des petits dessins humoristiques qui vont expliquer les contes. On va, en parcourant les contes, on va rechercher leurs origines, on va chercher à les définir et surtout, on va voir comment ça évolue. Et c'est ça le plus important parce que même le conte actuellement, c'est pas arrêté avec Disney, si vous voyez ce que je veux dire. Le conte, ça évolue encore maintenant quand on regarde des séries comme Once Upon a Time et je suis en train de la finir et je suis en train de décéder de l'intérieur avec les intrigues toutes pourries de Disney. Mais il y a d'autres moyens maintenant. Il y a les webtoons aussi qui refont un petit peu des contes ou des dessins animés comme Rebelle ou
Je me souviens absolument plus de son... Enfin bon, bref. Je ne retrouverai pas le titre, j'en parlerai quand quelqu'un en De quoi, reparlera. redis? J'ai dû retirer mes écouteurs. Tu parlais de Un quel, dessin animé, j'arrive plus à m'en souvenir, figure-toi. C'est un dessin Désenchanté, voilà, merci. Ah, Oui, ouais. ça reste aussi une évolution dans le conte. Et quand on voit ce qui est plutôt génial comment dire, ce qui est génial avec ce bouquin, c'est qu'on voit que une fois que maintenant on va plutôt se départir un petit peu de la vision que Disney nous a donnée, puisque c'est les dernières versions depuis les années 50, c'est ça. On va pouvoir évoluer sur d'autres contes un peu plus modernes et un peu plus, puisque là clairement Cendrillon, ça va 2 minutes quoi. Mais on va pouvoir avoir des choses un peu plus évolutives et surtout qui raconteront notre société d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas du coup si ce sera des beaux contes ou des mauvais contes, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense qu'un style de récit qui date clairement de l'âge des cavernes, en fait, et qui est encore présent, je trouve qu'en fin de compte, comment dire, on le met pas encore assez en avant et c'est vrai que on est les premiers à se dire bah tiens est-ce que tu as un conte en tête? Alors, on a les contes de nos enfances mais on n'a plus de contes en tant qu'adulte et c'est ça qui est un petit peu voilà. Donc concernant le livre donc et à la fin il meurt. Ce que je vous conseille, franchement, c'est si vous voulez vous intéresser aux contes, découvrir leurs origines, ou surtout si tout simplement vous allez bientôt raconter des contes à des enfants et vous voulez savoir ce qu'il y a derrière sans passer par la psychanalyse, la psychanalyse des contes de fées, vous pouvez y aller, il y a des choses super intéressantes. On découvre des anecdotes historiques, on découvre aussi les femmes derrière les contes parce qu'il y a beaucoup d'autrices de contes qui ont été carrément effacés de l'histoire. Et c'est ça qui est franchement sympa. Et petit bonus, parce que oui, Lou, l'autrice, a écrit aussi un conte quand elle était petite. Et ce conte est magnifique parce que c'est un homme qui a 3 pipes. Une pipe en verre, une pipe en terre et une pipe en pierre. Et en gros, on cherche à savoir quelle est la meilleure pipe qui peut convenir à un homme. Est-ce que ce sera pour enfants ou pas? Je ne sais pas. Mais je vous laisserai le découvrir en tout cas. Voilà, en tout cas, j'ai pas lu de conte. Mais j'ai eu un livre sur les contes et maintenant je pense que on a presque une définition du conte. Je pense que je vais essayer d'en prendre un de temps en temps. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu recommandes ce livre? Largement. Du coup, c'était une bande dessinée, C'est c'est ça, ça, tu disais? c'est une bande dessinée mais qui ressemble vraiment à un livre de contes. Moi, j'ai failli le lire Mhm. aussi, parce que cet été, quand j'ai lu Contes de fées de Stephen King, tout d'un coup, j'ai eu envie de lire les originaux, entre guillemets, de ces contes, parce que c'est les originaux tels qu'ils nous sont parvenus, puisque les frères Grimm et tout ça, quand ils ont mis par écrit, ils ont juste mis par écrit des choses qui étaient racontées depuis déjà très longtemps par d'autres personnes. Donc, je voulais lire les contes que je connais, écrits par ces gens-là. Et donc, j'avais un peu cherché sur Internet, Twitter, etc. Et tout le monde, la seule réponse que j'ai eue, mais je l'ai eu 15 fois, c'était et il meurt à la fin. Donc j'ai failli le lire là. Et puis toi, t'étais déjà au taquet, tu l'avais déjà, et moi je l'avais pas encore, donc je me suis dit, bon, bah je le garde pour Pareil, plus tard. enfin presque. Ça sert à rien qu'on... C'est en pensant à ce livre que j'ai proposé le thème, et elle m'a devancé en prenant le livre en premier, donc du coup je l'ai... Moi, dès qu'il faut courir vers une librairie, je suis au taquet. Hein. Ouais, c'est clair, il est rattrapable. Fallait aller à BD Fugue en premier. Ouais, j'habite en Normandie, c'est un peu loin. Ou alors fallait dire de suite dès que t'as su le thème, vrai. j'ai choisi. Comme moi qui le poste avant même que l'épisode soit publié. Ou le thème. Mais j'avoue que la tête du libraire était assez impayable quand je suis rentrée. Parce qu'il m'a demandé quand même gentiment si c'était pour offrir à Noël. J'ai dit ah non, c'est pour le club. Non mais ça peut être très rigolo quand on aura des thèmes, par exemple Not Safe for Work, quoi. Enfin, quand tu vas arriver dans ton libraire en disant voilà,
Monsieur, on me fait lire des choses. On a des thèmes not safe for work dans la liste. Non, mais il donne envie, ton bouquin. Enfin, je sais que je me souviens c'était quoi, un stage d'1 semaine quand j'étais en études où on avait un peu traumatisé les nanas qui étaient avec nous en leur expliquant la vraie fin des contes, etc. Et c'était pas drôle pour elle, mais très pour nous, parce que à chaque fois elle était en mode c'est faux. Et si, je te jure, la vraie version c'est ça. Genre la petite sirène. Ouais, bah, par exemple, Cendrillon, j'ai appris avec ce livre que si elle a des petits pieds, c'est parce que Cendrillon, au départ, vient de Chine. Le conte vient de Chine et on parle du coup, du coup les pieds, les petits pieds, c'est la tradition des fameux pieds bandés. Donc du coup, je me suis renseignée sur internet et j'ai dû me laver les yeux à l'eau de javel parce que les pieds bandés en Chine, c'est pas top. C'est terrible. La déformation que ça fait, c'est terrible. Et en fait, ça vient de là. Donc autant les chaussures de verre, c'était les chaussures de verre VAIR, les chaussures en peau, ça j'étais au courant. Mais c'est là que tu vois que le conte a voyagé de Chine pour aller du coup en Europe et puis pour ressortir avec Bidi Babidi Boop et la super robe Disney. Et Zouk Zouk Lucifer. Et Zouk Zouk Lucifer, oui aussi. Mais après c'est aussi le propre du conte, peut-être. Le propre du conte, je pense que ça peut faire... C'était pas ça que je cherchais, mais ça peut faire l'affaire. C'est le propre du conte de voyager et d'évoluer selon qui le raconte, dans quel endroit on le raconte, et tout ça. Le propre des histoires qu'on se raconte, quoi. T'as des sociologues qui se penchent là-dessus et c'est ultra intéressant. Pas des sociologues, des ethnologues ou anthropologues, je sais plus si j'ai le bon terme, qui se penchent là-dessus et sur le fait que les récits se retrouvent dans différents endroits avec des structures similaires. J'avais vu ça en cours, c'était trop bien d'en discuter. Mais je suis en train de me dire que j'ai écouté un podcast exactement sur ce sujet il y a pas longtemps, ou une vidéo YouTube. Putain, je suis incapable. Je sais que je l'ai vu, j'ai vu un truc à ce sujet. Donc effectivement, on retrouve des structures, des contes avec exactement les mêmes structures. C'est un gars qui racontait... Putain, mais où est-ce que j'ai vu ça ? C'était vachement intéressant. Ou alors j'ai lu un article. Bref, c'est un gars... Ils a proposé lui de France Culture. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'était un prof, je pense de fac, mais qui est intervenu, je crois, dans un lycée, quelque chose comme ça, qui demande à la foule, aux élèves, est-ce que vous connaissez des histoires improbables ? Est-ce qu'on vous a raconté des histoires un peu farfelues, tout ça ? Qu'il y en a un qui commence à dire, oui, moi, mon oncle, il a raconté ça et ça. Et le prof l'a coupé, lui dit, laisse-moi finir ton histoire, tu me diras si c'est ça. Donc, il a fini l'histoire. Et le gamin dit, bah oui, c'est exactement ça, vous connaissez mon oncle ? Et en fait, donc de là, il lui a dit, ben non, mais en fait, ce qu'il t'a raconté, c'est une histoire qui est connue, mais qui évolue parce qu'à tel endroit, elle va être racontée de telle manière. Genre, à tel endroit, je crois que c'était des femmes qui changeaient de forme près d'un lac. Donc, à tel endroit, elles vont devenir des cygnes, à tel endroit, elles vont devenir des hippopotames, à tel endroit, elles vont devenir un des animaux du coin, en fait. Et on retrouve cette histoire un peu partout sur les continents. Et donc, de là, il explique qu'il y a différentes structures. Ah, ça m'agace de pas retrouver, c'était vachement intéressant. Bon, si je le retrouve, je le mettrai en note... en détail de l'épisode, mais c'était vraiment super intéressant, et donc et qu'il y a un classement des contes, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, les contes sont classés de manière scientifique, en fait, presque. Bon, voilà. Sur les contes comme ça un peu revus, moi, Cendrillon, je me souvenais de l'anecdote des belles sœurs qui, pour rentrer le pied dans la chaussure, se tranchent les orteils. Et par rapport aux contes comme ça, revus un peu avec la cruauté ou les sous-entendus de l'époque, c'était un manga que j'avais lu là-dessus. Parce que tu parlais de Webtoon et d'autres médias. C'est Kaori Yuki qui a écrit, je sais plus, c'est 4 ou 5 tomes, ça s'appelle Ludwig Révolution. C'est trash, hein. C'est du conte gothique un peu trash. Hein. Pour vous donner un truc, vous suivez en fait le récit suit le prince Ludwig qui doit se marier pour hériter de son royaume, et la première histoire, il est nécrophile. Donc voilà. Mais elle a vraiment toute une relecture là-dessus, sur ce qu'est le petit chaperon rouge, etc. Mais en reprenant autre chose, en revenant pas aux origines, et c'était super intéressant.
Iphigénie dit que c'est la classification Arne-Thompson-Hutter. Alors, il faut savoir que dans le chat, en réalité, il n'y a pas 3000 personnes, il y en a 2, Lisa et Iphigénie, qui sont au taquet. Je pense que si elles avaient des micros, elles participeraient hautement à cet enregistrement. J'avais lu Bettelheim à l'époque. Oui. Et je me souviens que ça m'avait beaucoup plu. J'avais trouvé ça vachement intéressant. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai lu, par contre. De ce que ça m'a apporté, de ce que j'ai pu apprendre. Je me souviens qu'il avait bloqué sur le petit chaperon rouge. Je me souviens, moi, de m'être dit une paire de fois, mais qui sont les tarés qui ont inventé ces histoires-là pour dire... Parce que lui, il part sur l'aspect psychanalytique du truc. Bon, c'est un peu particulier aussi. Mais de m'être dit, mais qui sont les tarés qui ont inventé ces histoires-là pour faire passer ces messages-là? Faut vraiment être tordu. Ouais, c'est ça. Alors que... Normalement, en fait, c'est juste une vision du conte. Mais je pense que vraiment, les personnes qui ont inventé ces contes à la base n'avaient pas du tout cette idée-là derrière la tête, puisque le conte n'a pas de morale. C'est juste là pour te raconter une histoire et te faire vivre une petite aventure. C'est vraiment l'histoire au coin du feu, en fait. Ça fait pas passer quand même des petits messages? Non, pas spécialement. Tu sais, Cendrillon, elle a décapité sa première belle-mère. Tu vois, elle a fait Je pense que c'est le dérivé qu'on a eu avec les contes plus récents, les avec fables, Béraud etc. et avec Grimm, hein. Mais qu'à l'origine, effectivement, moi j'avais entendu, je pense que c'est aussi dans un podcast dont j'ai complètement oublié le nom, que à la base, les contes étaient, comme tu disais, du temps des cavernes par exemple, mais des histoires au coin du feu à raconter entre adultes et n'avaient vraiment rien à voir avec les enfants. C'est une transformation que nous on a, enfin, ou que plusieurs générations avant évidemment, mais c'est une transformation humaine. Mais à la base... On a voulu les rendre rentables. C'était ça. Utiles. Bon, moi, je veux bien te raconter une histoire, mais il faut que derrière, il y ait une utilité directe. En fait, l'utilité, c'était parce qu'ils faisaient leurs travaux de raccommodage ou, tu vois, les petits trucs de la maison. Oui, et non, à mais bien l'époque, sûr, il n'y c'était avait la pas L'amour est dans le pré à la télé. Ah ben, c'était l'époque où les gens ils se parlaient. C'est ça, ma brave dame. C'est plus le cas, c'est fini. Ok, bah très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? On a Iphigénie et Lisa qui continuent. Ah bah Iphigénie et Lisa, ouais, je regrette vraiment qu'elles ne participent pas parce que Iphigénie, les contes, ça rentre dans une de ses passions, elle est en train de nous expliquer. Et Lisa a beaucoup de choses aussi à dire. Bah puisqu'on demandait un peu, on s'était demandé les contes, nos définitions, Iphigénie a dit que pour elle, ce sont des explications du monde, des réponses à des choses comme comment le monde a été créé, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi ma belle-mère est méchante. Ça, je l'aurais plus mis dans les légendes, dans les moi mythes. aussi. Mais comme le dit la page Wikipédia, c'est pas simple. C'est compliqué de trouver parfois la limite. Puis je pense qu'il y a des contes qui sont issus des mythes et des légendes, forcément. Enfin, tout s'embrique. Est-ce que d'après vous, les légendes urbaines, maintenant, c'est un peu des contes qu'on se raconte? C'est des contes ou des légendes? Oui, parce que les légendes, c'est avec des dieux et des déesses, normalement. Moi, j'avoue que je fusionne un peu les deux. Voilà, ça, alors c'est que les les mythes. contes, justement, c'est avec des personnes lambda. D'après ce que j'ai lu. Oui. Les légendes, pour moi, c'est les mythes qui sont avec des dieux et des déesses. T'as les mythes et puis t'as aussi les héros. En fait, au départ, dans les contes, t'avais pas de personnes. Enfin, c'était vraiment des personnes comme toi et moi. C'est moi, Grimm et Perrault la qui les ont définition que bourgeoisés, j'ai, tu vois. oui. Non, mais pour les légendes, la définition que je trouve là, dans le Larousse, ça vaut ce que ça vaut, c'est que c'est une façon de raconter l'histoire, la vraie histoire, mais avec un aspect merveilleux. D'accord. C'est ça. Qui s'inspire d'un fait historique et qui embellit donc le les réel. légendes, c'est ça. Les légendes sont basées sur des faits réels. Et dans la confrontation légende-conte, ils disent que, enfin en tout cas les internets, que la légende s'inspire effectivement d'un fait historique et qui embellit le réel, alors qu'un conte est associé à quelque chose de concret où tout n'est qu'imagination. Il a un cadre spatio-temporel plus ou moins précis. Voilà.
on a un consensus Super. dans le chat sur le fait que les Ouais. creepypastas sont les nouveaux contes. Les 2000 personnes du chat sont d'accord. C'est quoi les creepypastas? Je connais pas. Est-ce que les... Tu connais pas les creepy? Non. Faudrait que... Tu sais quoi? Tu vas me faire une liste? Ce sont les histoires qui font peur. Tu sais, qu'on se raconte Ok. quand Voilà. t'es ado, sous la couette avec les copines. Ben, c'est ça, les Voilà. creepypastas. En gros, Un hein. soir d'Halloween, on prend le micro et je te raconte ça, mais on fera pas d'enregistrement, Pomme. Enfin, qu'on se racontait quand Ouais. on était jeune qu'il n'y avait pas des téléphones portables, parce que de nos Avec les jours... téléphones portables, c'est le téléphone Ah qui bah. te raconte la creepypasta. Ah mais TikTok, c'est terrible. Bon, très bien. Bah, je propose qu'on passe au livre suivant, parce que, bon, à chaque épisode, on parle de plus en plus. On est de plus en plus à l'aise. Bientôt, à 4, on fera plus que la fois où on était 8. Allez, On qui s'est prend la retenu suite quand on était 8, on s'est retenu. On s'est un peu retenu, ouais. Sarah, est-ce que tu prends la suite? Il était une fois un roi si grand, si aimé de ses peuples, si respecté de tous ses voisins et de ses alliés, qu'on pouvait dire qu'il était le plus heureux de tous les monarques. C'est la première phrase de Podane. Donc j'ai fait comme Corée, mais j'étais très en retard parce que je savais pas quoi lire. Je suis allée à la librairie et je leur ai dit il me faut un conte, mais je voudrais la vraie version, la première version, trash. Enfin, comme dont on a parlé tout à l'heure, qui était pas faite pour enfants, etc. Et Je veux un conte, mais un conte qui fait peur ouais. et qui est sale. Et ils avaient pas. Honnêtement, ils avaient pas. Donc, je me suis tournée à la place vers la publication première, ou en tout cas la plus célèbre, en tout cas des contes de Perrault, avec les illustrations de Gustave Doré, qui est paru en 1694. Ah oui. C'est quand même ancien. Mais ça reste une écriture de récits oraux, comme on parlait tout à l'heure, qui ont pu être modifiés et qui sont pas forcément les textes originaux du vrai conte original, d'autant plus que sur celui-là, je crois qu'il y a à peu près une dizaine de versions, dont une version égyptienne, enfin, il y a beaucoup de versions. Et donc, j'ai choisi Podane parce que j'avais envie de voir le film avec Catherine Deneuve, que je n'ai pas vu, et je me suis dit que ce serait bien de commencer par le conte. Voilà, donc il s'agit d'un roi qui a un enfant avec sa femme. La reine meurt et elle lui dit qu'il ne pourra se remarier que lorsqu'il trouvera une femme plus belle qu'elle et mieux faite qu'elle. Et donc, au fur et à mesure du temps, au début le roi se refusait à suivre l'ordre donné par sa femme mourante, mais il a fini quand même par, suite au conseil de ses proches, devoir chercher cette plus belle femme pour se remarier, pour avoir un héritier, puisqu'il n'avait qu'une fille. Et il finit par se dire que, en fait, la personne la plus belle qu'il connaisse, c'est sa fille, et donc il lui propose de l'épouser. Mhm. Ça commence bien, hein. Voilà. Et donc, pour échapper à cette union, la fille se retourne vers les conseils d'une marraine qui lui dit que elle peut demander à son père une dot qui lui permettra d'échapper à ce mariage. La première fois, elle lui demande une robe de la couleur du temps. La deuxième fois, une robe de la couleur de la lune. Et la troisième fois, une robe de la couleur du soleil, mais il y arrive à chaque fois. Elle finit par lui demander de lui offrir la peau de son âne, qui lui produit non pas des excréments, mais des louis d'or ou de l'argent, enfin des richesses. Ah putain, c'est vrai. J'avais Voilà. oublié. L'âne Et qui c'est ça. chie de l'or. Il y a rien qui va dans ce conte. Non, il n'y a rien qui va, on est d'accord. J'ai pas du tout... Franchement, On peut dire que c'est bon, l'origine. que 9 ou 10 pages, hein, mais... On peut dire que c'est l'origine compliqué. des Targaryens, je sais pas. Oui, peut-être. Des Targaryens ou des Lannister? Les deux. Les Ah, deux. les deux. Ah oui, Oh oh, là là. attends, oui, ok, j'étais sur l'or. Après, là, un âne avec des ailes, C'est Shrek. Shrek. Voilà. Ça fait un dragon.
Donc 9-10 pages, mais 9-10 pages de trauma. Ouais, c'était pas une partie de plaisir, je vous le cache pas. Donc il finit par s'exécuter, il dépece son âne et il lui offre la peau de l'âne. Il veut vraiment se taper sa fille, ouais, il est Ah oui, vénère. on sent que le gars est motivé. C'est ça. Donc, sous le conseil de sa marraine, elle s'échappe avec sa peau d'âne sur le dos pour que personne ne la reconnaisse, et elle va dans un village d'un royaume proche, et elle travaille comme servante dans une petite ferme. Et un jour, elle est partie avec sa cassette, avec les pouvoirs de une petite baguette donnée par sa marraine, qui lui permet de faire apparaître ses robes qu'elle a eues lorsqu'elle était fille du roi. Et donc elle vit comme souillon, mais des fois elle se lave et elle met ses robes le dimanche. Mais elle reste dans sa pièce et un roi va finir par la voir un prince va finir par la voir à la fenêtre. Et il va se demander qui est cette magnifique femme qui vit dans une petite maison. On lui raconte que c'est Podam, que c'est une souillon, qu'elle est absolument pas belle, pas jolie, et qu'ils comprennent pas d'où lui vient cet intérêt. Il est malade d'amour, et il finit par demander à ses servantes de faire un gâteau par Podam. En faisant le gâteau, elle va faire tomber une bague. Il va manger cette bague, mais il va s'en rendre compte une fois qu'elle sera dans sa bouche. Il va la garder de côté, et à force d'être malade d'amour, sa maman va lui dire mais qu'est-ce qui peut te rendre heureux, qu'est-ce que tu veux? Et je veux épouser la femme qui pourra mettre cette bague. Et donc toutes les princesses viennent essayer cette bague. Ça vous dit quelque chose, hein? Toutes les princesses viennent essayer cette bague. Et personne, évidemment, ne peut la mettre. Alors un jour, il demande à Podam... Enfin, les assistants du roi demandent à Podam de venir. Et là, le roi ne la reconnaît pas puisqu'elle vient avec sa peau d'âne toute souillon sur le dos. Et elle arrive à mettre la bague, il n'en revient pas, elle retire sa peau et elle est magnifique. Et elle... Sauf qu'elle n'épousera pas ce prince sans l'autorisation de son père, qui, entre-temps, s'est marié avec une veuve. Donc, il lui accepte, il lui accorde, et il lui donne sa bénédiction pour qu'elle se marie, avec ce prince d'un autre royaume, et elle devient reine, et la barbe. Voilà ce que je me suis dit à la fin du... Non, y a rien. Stop. Pourquoi je lis ça? Pourquoi? Et donc je suis allée voir les morales parce que ça me sautait pas aux yeux. Donc la morale supposée, parce que comme disait Corée, il y aurait pas de morale dans les contes, donc c'est peut-être nous une... ça dépend qui les a écrites. Aussi. C'est peut-être nous une interprétation qu'on en fait nous. Perrault nous montrerait que l'évolution des enfants vers l'âge adulte passe par le détachement vis-à-vis des enfants. Vis-à-vis des parents, pardon. Visiblement, enfin moi ça m'a pas sauté aux yeux, honnêtement. Pour moi c'est juste une histoire un peu trash avec voilà la mention de l'inceste et puis une fille qui arrive à s'en échapper quand même, mais qui a quand même besoin d'être sauvée par un homme, hein, évidemment, sinon ça fonctionne pas. On notera la présence de la marraine qui dans cette histoire soutient tout comme elle peut et essaie de sauver vrai. Comme elle peut sa filleule. Effectivement, la scène de la bague rappelle la scène du soulier de Cendrillon. Voilà, on a un prince sauveur. Enfin, moi, ça m'a pas. Ça t'a pas transcendé. Et t'as vu le film depuis? Non, j'ai pas vu le film du coup. Et honnêtement, j'avais entendu parler du conte et du film dans un podcast il y a 1 an que j'ai écouté d'Adapte-moi si tu peux. Et je m'étais dit qu'il fallait que je lise et que je vois parce que elles ont rendu la chose très drôle et caricaturale. Et en fait, non, c'est pas elles qui l'ont rendu caricatural, c'est déjà... Waouh, c'est déjà violent en fait en soi. Donc voilà mon expérience. Je vous conseille, si vous voulez vous amuser, vous pouvez lire les contes de Perrault. Les illustrations de Doré qui sont des gravures du coup, puisque c'est en 1694, sont très jolies.
Mais le texte, waouh. Il y a Iphigénie dans le chat qui dit que ça ressemble au récit de quelqu'un qui aurait lu la mythologie grecque en diagonale. L'animal qui fit l'heure, donc Hercule, et le père qui veut épouser sa fille, Eurydipe. Effectivement, c'est une analyse intéressante. On a à nouveau des récits qui voyagent et qui sont relus, réadaptés. C'est ça. Vous avez envie, vous, de lire Podal? Après J'ai cette déjà lu, présentation. c'est dommage. C'est dommage. Ah là là, tu nous je as vais pas tout le relire. spoilé, nul. Ah oui, par contre, oui, je vous ai tout raconté. Oh, écoute, C'est pas très grave. Sur- Bah, je pense que Sur des comptes ouais, comme ça, pour je les pense que- contes, je me suis pas, Ouais. à résumer sans spoil, je vous disais 2 phrases et c'était pas drôle parce qu'on parlait pas du tout du conte. Ah bah disons que voilà, c'est son papa, il veut l'épouser, point. Oui, moralité, il ne faut pas épouser son père. Bon. Même pas si tu veux faire un résumé de ce truc sans trop en dire, tu dis juste que c'est l'histoire d'un roi. Quand sa femme elle meurt, il ne peut se remarier qu'avec avec une encore plus belle, et donc il part à la recherche de cette personne. Et en fait, tu dis que ça si tu veux faire un résumé Ouais. sans spoil. Ouais, mais... Donc tu te dis, oh, ça va être beau, ça va voilà, être beau, et exactement, machin. c'est Non, ça, c'est ça. Et non, moi j'inclus le trigger warning, effectivement. Lisa, dans l'histoire, elle voulait être l'artisan qui fait les Ah robes. ouais, Je j'avoue. comprends. Bon, très bien. Mais du coup, est-ce que tu vas lire d'autres contes de Perrault? Pas tout de suite. Par contre, Au je cas vais où. faire une petite choré. Ah, J'ai pas osé parler de ce livre-là parce que justement avec la définition du conte, comme on est dans un monde complètement imaginaire, mais enfin encore plus entre guillemets, j'ai le livre de Doctor Who, qui s'appelle Time Lord Fairy Tale, qui sont les contes de fées des Time Lords et que je recommande, qui sont des modifications des contes actuels. Je vais vous donner quelques titres. Alors moi je l'ai en VO, je sais pas s'il a été traduit. je On crois a pas, par ça me exemple dit rien. Frozen Beauty, la beauté gelée à mon avis, qui fait référence à La Belle au Bois dormant. Puis bah il y en a beaucoup d'autres qui sont, je vois que là on a Jack et, donc je pense que c'est en lien avec Jack et le haricot magique. Je les ai pas tous lus, je les ai lus, j'en ai lu quelques-uns le soir il y a quelques années quand je l'ai acheté, mais ça fait longtemps. J'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs. Mais je pense que c'est un petit peu plus. Bah après, si on aime l'univers de Doctor Who, je pense que ça peut être sympa. Enfin, je me souviens d'un ou deux qui sont aussi qui intègrent aussi des grands méchants de la série, que sont par exemple les Anges Pleureurs. Ah bah ça, ce sont totalement des personnages Voilà, de contes, les enfants. c'est ça. Donc celle-ci, je m'en souviens un petit peu. Et moi, j'avais bien aimé. Et puis, je trouve que c'est une façon sympa aussi de rester des fois dans l'univers de nos séries quand on n'a pas envie de les quitter et qu'on n'a plus d'épisodes nouveaux à regarder. Je trouve que c'est toujours sympa. Voilà, donc ça c'est, puisque c'était pas une reco vraiment, mon livre de contes, j'en ai trouvé un autre pour compléter. C'est pas obligé, c'est pas obligé. Dans le club de lecture, la reco n'est pas obligatoire. C'est vrai. Puisqu'on sait pas à l'avance. On sait pas à l'avance si on va aimer Ouais. ou pas. Bah, je pensais, je savais que c'était, en fait, je l'ai choisi aussi parce que je savais que ce serait que le thème c'était l'inceste et que ce serait peut-être un peu, un peu hard comme ça, mais vraiment en le lisant, je me suis dit mais c'est pas possible de lire quelque chose comme ça à notre époque, c'est compliqué, je pense. Mais ça me rappelle quand on parlait de poils de carotte dans le précédent enregistrement, parce que je sais que j'ai dévoré et redévoré beaucoup de contes étant jeune. Enfin voilà, j'étais trop contente quand on m'offrait un bouquin, un recueil, etc. Et c'est vrai que ces trucs-là ne m'avaient pas... J'étais pas en mode, mais oh mon Dieu, c'est horrible. Alors qu'il y avait déjà des trucs là. Ils étaient pas tous aseptisés en mode Disney. Il y avait déjà des trucs un peu hard. Enfin, petit même aseptisés en mode Disney. Enfin, oui, il y a des trucs tu peux pas les réécrire. Blanche-Neige, elle est quasi morte, Ouais, quoi, ça. à un moment dans le bouquin. Et le chasseur, il veut la tuer, quoi. Enfin, il est censé lui arracher le cœur dans la version de Disney. Et c'est marrant ce filtre de lecture qu'on a, Môme. Ouais, c'est ça. On Mais a tant mieux. perdu notre innocence, nous, de lecteurs enfantins, et du coup, on voit tout avec le prisme
de nos sociétés actuelles, avec tous les analyses qu'on fait sur les films, les séries, sur tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, et forcément lire des choses comme ça nous interpelle plus, je pense. Je crois que la différence aussi peut-être, c'est que quand on est enfant, on a un esprit très manichéen. Les très méchants, ils font des choses de très méchants. Et les très gentils font des choses de très gentils. Et nous, on est plutôt généralement entourés de très gentils. Donc ces très méchants, ils n'existent pas ou ils existent loin, ils nous mettent pas en danger directement. Alors que là, tu vois, tu me racontes l'histoire de Podane, j'ai 25 noms qui me viennent en tête. De gens réels qui existent dans la vraie vie. Tu vois, genre, typiquement Woody Allen qui a épousé sa fille adoptive, quoi. Et donc, du coup, quand on les lit adultes, je pense que ça nous interpelle, voire nous choque plus, parce que on se dit, ah ouais, c'est mais pas si loin que ça de la réalité. En fait, c'est possible. Ouais, c'est ça. C'est pas si loin que ça de la réalité. C'est amusant ce que tu dis par rapport à ça, parce que le fait qu'il y ait des vrais méchants et pas des vrais méchants quand on est jeune, enfin des vrais gentils, des vrais méchants, j'ai vu passer un truc très vite fait qui s'interroge justement s'il n'y a pas un changement un peu dans cette narration, si c'est pas plus caché dans les œuvres type Disney. Et Corée par exemple, je citerais, parce que t'en as parlé tout à l'heure, Encanto. Ouais. Et en vrai, quand tu réfléchis à qui c'est le méchant ou la méchante dans Encanto... Attention, pas de spoil. J'ai pas vu. Voilà, quoi. Tu peux vite te retrouver à pas t'en rendre compte tout de suite, quoi. Il est très bien, Pomme. Je sais, mais on m'a dit qu'il faisait pleurer. Ah oui. Donc j'attends d'être seule pour le voir. Voilà. Et comme j'ai beaucoup de choses à faire, dès que je suis seule, j'en profite pour bosser sur les podcasts, et voilà, je vois pas elle quand On le regardera ensemble si tu veux, à distance. Non. Je vous enverrai des messages. Je l'ai pas vu encore non plus. Est-ce qu'on a des choses à rajouter ? Non. Allez, c'est moi qui prends la suite. Pour une fois, on oublie au gras. Encore. La taverne n'était guère qu'une tente de toile cirée, inclinée vers le sud par le vent qui dévalait la montagne. Je n'ai absolument pas préparé mon intervention de cette fois-ci, contrairement à la dernière fois où j'avais tout écrit. En vous lisant cette phrase, je me dis « Ouais, j'aurais pu commencer en disant « Oh là là, mais vous ne trouvez pas que déjà avec cette phrase... » Bon, j'avais qu'à le préparer. Donc... je vous lis la suivante. Excusez-moi, je vous lis la suivante. La femme qui tenait le comptoir de fortune arborait sur sa lèvre supérieure une fine moustache travaillée sous la forme d'ailes effilées. Et je trouve que rien que là, voilà, on s'imagine assez déjà le truc avec juste 2 phrases, on est un peu déjà dans le conte. C'est tiré de « Quand la tigresse descendit de la montagne » de Nhi Vo. Alors Nhi, ça s'écrit N-G-H-I, c'est son prénom, et Vo, V-O, son nom de famille. Ceux et celles qui nous écoutent depuis un moment s'en souviennent peut-être, j'en avais parlé cet été dans ce qu'on comptait lire pendant l'été. Je comptais le lire pendant l'été, je l'ai acheté début juillet et je l'ai lu donc la semaine dernière. Parce que ça se passe pas toujours comme on a dit que ça allait se passer. Donc quand la tigresse descend de la montagne, c'est le tome 2 des archives des collines chantantes. Je crois qu'actuellement il y a 3 tomes traduits en français, le 4e va bientôt sortir, et je crois qu'en tout il y en a 5, ou 5 sorties et puis il y en aura plus après, je sais pas trop vous dire. Le premier tome c'est L'impératrice du sel et de la fortune, je l'ai lu l'année dernière déjà. Ce tome 2, on peut le lire sans avoir lu le tome 1. On suit le personnage de Chi, C-H-A-I-H, qui est, et c'est là que c'est compliqué parce qu'on a en français et que le neutre n'existe pas en français, un adelphe, une adelphe. On l'accorde comment ? Donc, l'adelphe Chi, qui fait partie du monastère des Collines Chantantes, qui est archiviste au monastère des Collines Chantantes, et dont le rôle est de se promener dans les différentes contrées pour recueillir les histoires, qui là sont pas présentés comme des contes, qui sont présentés comme étant des vraies histoires qui sont arrivées, et les noter, et les archiver, et recouper avec la manière dont elles ont pu être racontées à d'autres moments, etc. Toujours en essayant de garder un rôle neutre. C'est-à-dire que son rôle, c'est de recueillir les histoires, pas de donner son avis, pas d'amener les gens à dire plutôt ça ou plutôt ça. C'est pas un intervieweur, c'est pas une intervieweuse, c'est juste un archiviste.
Donc dans la VO, She est non-binaire. Donc en VO c'est facile, puisque les Américains et les Anglais ils ont prévu le coup. La traduction française est compliquée. Et donc le traducteur, ça aussi j'en avais déjà parlé, explique sur son site que il a beaucoup réfléchi, il a lu plusieurs bouquins sur le sujet, comment traduire en français dans ce genre de cas. Et il a choisi, validé par d'autres personnes qui ont beaucoup réfléchi sur le sujet, d'alterner le il et le elle. Donc en fait, il va faire un paragraphe, la première idée, il va dire l'Adelphes, il, la, etc. Et puis une fois que cette partie-là est finie, il va passer sur elle, et donc il alterne les deux. Dans le tome 1, il peut carrément changer au milieu de la phrase, ce qui fait que des fois j'étais un peu paumée, j'ai mis un moment à comprendre de qui on parlait. Dans le tome 2, il englobe plutôt des idées complètes. Et donc She traverse les contrées pour récupérer des histoires. Et alors dans ce tome 2, qu'on peut lire donc directement parce que chaque tome, c'est une histoire à part entière. C'est un peu comme Lucky Luke. Lucky Luke, on n'est pas obligé de lire le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3. On peut lire dans l'ordre qu'on veut. Peut-être que dans le tome 14, on croisera un personnage dont on a entendu parler dans le tome 3, et on saura pas trop qui c'est, mais c'est pas très grave. Là, c'est un peu pareil. Tout n'est pas réexpliqué à chaque fois, mais globalement, voilà. Et donc, cette Adelphes est à dos de mammouth avec un membre de la garde. Une membre de la garde, Siyu, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas retenu les noms. Je vous ai dit que j'ai rien préparé. Donc à dos de mammouth, parce que cette garde est à dos de mammouth, tout simplement. Et le problème, c'est que au milieu de la tempête, il tombe sur 3 tigresses qui ont la dalle et qui sont prêtes à les attaquer. Ils arrivent à se mettre à l'abri dans un camp de fortune qui a déjà été attaqué par les tigresses, donc ils sont avec un de leurs potes qui va mal. Et les tigresses bloquent l'entrée, et en fait ce sont des tigresses métamorphes, un coup humaine, un coup tigresse. Et ce que j'ai trouvé assez génial dans la façon dont elles sont décrites, c'est que en fait il y a des moments, on n'arrive pas trop à savoir si elles sont sous leur forme de tigresse ou sous leur forme humaine. Et puis de toute façon elles sont 3, donc en plus elles sont pas toutes en même temps humaines ou toutes en même temps tigresses. Enfin, je trouve que du coup ça apportait beaucoup à l'aspect conte, à l'aspect un peu fantastique de cette histoire. Et donc la tigresse, elles peuvent attendre qu'il fasse jour, elles s'en fichent, elles pourront bien boulotter les 3 humains. Le mammouth peut repartir, lui par contre. Sauf que c'est pas trop comme ça que ça se passe entre eux. Et là commence un truc un peu à la Sherazade, c'est-à-dire que She dit que elle est là pour récupérer l'histoire des tigres, l'histoire des tigresses, qu'est-ce qu'elles ont à raconter. Et les tigresses jouent avec ça. Bon allez ok, on va te raconter un truc. Et puis en fait non. Toi, dis-nous ce que tu sais déjà sur nous. Et donc, She va raconter l'histoire de Dieu. Alors, je n'ai pas trouvé la VO, donc je ne sais pas si c'est God en VO traduit Dieu ou si c'est déjà Dieu en VO, je sais pas. Donc Dieu, D-I-U, qui est une lettrée, donc une étudiante, qui doit quitter son village pour aller à la ville pour devenir fonctionnaire. J'ai plus en tête le détail exact de ce qu'elle veut faire comme fonctionnaire, mais bon bref, elle veut devenir fonctionnaire. Et elle va tomber sur une prêtresse tigresse, donc humaine tigresse, qui va tomber follement amoureuse d'elle. Donc la prêtresse va tomber amoureuse de la lettrée. Et donc She va raconter cette histoire, et régulièrement la reine des tigresses, puisque en face d'elle elle a une reine des tigres, va la stopper en disant non mais c'est pas ça l'histoire. Parce que l'histoire que tu me racontes, donc à chaque fois She dit mais moi je ne fais que raconter ce qu'on m'a raconté. Et la tigresse à chaque fois lui dit oui mais c'est raconté par des humains. Voilà la vraie histoire, voilà comment les tigres la racontent. Alors en fait, tu lis une histoire qui raconte une histoire de gens qui se racontent des histoires. Et parfois, dans ces gens qui se racontent des histoires, ils se racontent des histoires. Donc on fait une mise en abîme de racontage d'histoires un peu profond. C'est vraiment un côté, non mais tu racontes mal, laisse-moi. C'est ça, tu racontes mal. J'aime pas trop la manière dont tu parles de la tigresse, alors qu'en fait, c'est pas une divinité, mais c'est une ancêtre hyper reconnue parmi nous. Donc il y a tout un truc comme ça. Il y a beaucoup, ce que j'ai bien aimé, le côté oui mais c'est vous les humains, vous racontez ça de votre manière. Donc je trouvais que ça m'a un peu fait penser aux colons qui racontent les histoires des pays qu'ils ont colonisés, mais vus par eux-mêmes. Un peu le côté aussi, c'est les gagnants qui racontent l'histoire. Donc voilà, et puis ça va durer toute la nuit, un peu à la Sherazade. Parce que l'histoire continue, parce qu'il y a plusieurs pans dans l'histoire, puisque Dieu, elle va partir de chez elle, sur la route, elle va rencontrer la tigresse, puis après il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, bon je vous raconte pas tout. Et donc voilà, donc c'est très facile à lire, c'est très court,
Vraiment, ça se lit... Moi, je lis lentement, donc j'ai mis du temps, mais je pense que Corée, elle le lit en une demi-heure, 1 heure peut-être, à tout casser. Quelque chose comme ça. Ça existe en démat, si jamais vous voulez le prendre en démat. Et je sais pas si... Enfin, si, je recommande, parce que ça se lit facilement. J'ai préféré le tome 1. Dans le tome 1, Chi arrive chez Lapin. Lapin, c'est une très vieille dame, qui était la servante d'une princesse qui avait perdu un peu toute sa famille et qui a dû trouver le moyen de survivre et de pas se faire tuer aussi, etc. J'ai préféré cette histoire-là, puisque l'histoire est racontée à travers les objets qui se trouvent chez cette vieille dame. Et donc à chaque fois, je lui dis « Ah mais ça, qu'est-ce que c'est ?» Et donc la vieille dame raconte l'histoire en fait de cette princesse et d'elle-même à travers l'objet. Bon, là, on a l'histoire des tigresses. C'est beaucoup plus classique. On est dans l'histoire, on voit les tableaux, c'est vraiment du conte tel qu'on l'attend. Je suis un peu perplexe par rapport à l'histoire qui est racontée. Alors, je vous parlais de morale, mais pas la morale au sens... celle qu'on pourrait attendre des contes qui ont une morale. C'est plus le message, plus que la morale. En fait, la relation, partout j'ai lu, parce que du coup je suis allée lire les critiques et tout ça pour voir ce que j'avais pas compris. Partout, on parle de l'amour qu'il y a entre Dieu entre la lettrée et la tigresse. Qu'il y a un amour difficile, qu'il y a un amour qu'il faut construire, que Dieu met du temps à accepter cet amour, etc. Désolée, je vous spoil un peu, mais pour parler du point qui m'a interpellée, je peux pas faire autrement. Sauf que moi, ce que j'ai lu, c'est une tigresse qui tombe amoureuse d'une lettrée et qui a décidé que ça serait sa femme et qui du coup joue énormément sur le chantage, sur la culpabilité, la fait prisonnière et moi j'avais l'impression qu'à chaque fois la lettrée, Dieu, elle essayait de trouver des moyens de fuir de cette relation pour avancer dans sa vie et qu'à chaque fois se retrouver avec cette tigresse qui, par exemple, j'en sais rien, Dieu, il lui arrive un problème avec des gens pas sympas, et la tigresse va venir, Dieu va lui dire « aide-moi », et la tigresse va dire « oui, mais alors ça dépend, qu'est-ce que tu me donnes en échange ?» Et donc Dieu va lui dire « puisque t'as aimé ma chevelure, je vais te donner ma chevelure. » Non, ça suffit pas la chevelure, je préfère que tu la gardes, t'es plus jolie avec, enfin c'est que des trucs comme ça. Et du coup, moi, j'ai vu une relation ultra malsaine. Alors, pareil, c'est raconté par Chi et la tigresse, la princesse tigresse, qui, recadre certains trucs en disant « Non, moi, ça me va pas ce que tu racontes. » Mais même dans ce qu'elle raconte, la tigresse prêtresse, là, c'est quelqu'un d'ultra malsain. Et du coup, voilà, je sais pas comment dire, j'ai l'impression que cette histoire nous dit que c'est trop cool comme relation à l'arrivée. Et bon. Et le problème, c'est que dans toutes les critiques et avis que j'ai lus, c'est ce qui est dit aussi. Oui, ça parle de liberté, de désir, qu'on peut aimer qui on veut. Alors oui, effectivement, on voit un couple, si on peut appeler ça un couple, humaine et tigresse métamorphe. Donc ça pourrait être le symbole de, voilà, on aime qui on veut comme on veut. Et ça pas, à aucun moment, il y a de côté zoophile dans l'histoire. Ça, pour le coup, c'est comme elle est métamorphe, c'est pratique. De ce côté-là, il n'y a pas ce truc malsain qu'il pourrait y avoir si c'était un vrai animal. Bon, voilà. Je suis un peu perplexe sur cette histoire. J'espère que je me suis pas trop perdue dans ce que je vous ai raconté. Je suis partie dans tous les sens en même temps. Je suis pas sûre que j'aurais mis un bingo sur le mot zoophile sera prononcé ce soir. Moi non plus. Mais bon, avec les contes, faut pas être surpris non plus. Ah écoute, elle baise, hein. La tigresse et la lettrée. Mais sous forme humaine. Donc ça va. Enfin, ça va. Vous m'avez compris. Lisez le tome 1, pour le coup. Vraiment, ça, allez-y. Ça aborde c'est pas des contes pour enfants, ça aborde des sujets un peu trash et vraiment pas rigolo. Mais j'ai trouvé que c'était chouette à lire et surtout, c'est court à lire. Le tome 2, lisez-le aussi. C'est pas non plus une horreur. C'est juste... ça m'a interpellée. Mais du coup, j'en ai parlé avec des gens. J'ai trouvé quelques personnes qui l'ont lu aussi. Et qui avaient même oublié que le message pouvait être un peu bizarre par rapport à cette relation qu'il y avait entre la lettrée et la tigresse. Donc, qui avaient peut-être effacé de leur mémoire le côté un peu bizarre. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? En fait, pour toi, il y a vraiment une différenciation entre
la relation dans l'histoire et la relation finale et ce qu'on en tire, quoi. C'est ce que j'ai compris de ce que tu dis. Ouais. Je vais quand même aller acheter le tome 3 parce que c'est quand même chouette. J'ai envie de savoir ce qui se passe ensuite pour Shi. De ce que j'ai compris, c'est pas un conte qui existe tel quel en Chine, puisque ça se place dans un endroit qui n'existe pas, mais qui se rapproche... c'est une Chine imaginaire, quoi. Donc ça s'inspire de contes chinois sans les prendre directement. Moi, j'y connais absolument rien. Et j'ai pas beaucoup creusé, donc je saurais pas vous dire ça parle de ça, ça fait référence à ça, j'en sais rien. Il y a Iphigénie dans le chat qui dit que c'est Kali qui peut se transformer en tigresse dans le panthéon hindou. Enfin, elle pense que c'est ça. Bon, mais ça te permet quand même de passer une soirée, je vais pas dire une bonne soirée, mais une soirée correcte. Tu le recommandes quand même, c'est pas... Oui, parce que ne serait-ce que pour lire le tome 1 et puis derrière le tome 3. Lisez le tome 2. Puis donnez-moi votre avis surtout, du coup, comme ça on pourra discuter de ce que j'ai pas compris. Ça marche. Ça me rappelle un peu toutes les personnes, tu sais, qui parlent des relations, qui découvrent qu'une relation dans un roman d'amour, c'est une relation toxique, tu vois. C'est un peu ça. C'était une belle histoire. Non, mais attends, le gars, il a poursuivi, et puis voilà. Ah, d'accord. Et puis, c'est un peu ça. Ah oui, vu sous cet angle. Sous cet angle, effectivement, c'était pas dit que ça allait durer, ce truc-là. Ouais, mais bon, tu vois, c'est un peu ça. 50 nuances degrés. Si le héros avait été pauvre dans une caravane, ça aurait été un épisode de l'esprit criminel. Exactement. Voilà. Et ben, ton compte, c'est pareil. Mais en Chine ou... c'est peut-être la caravane à côté du père de Podane, hein, on sait pas. Peut-être. Non, mais oui, ça m'interpelle vraiment parce que, tu vois, et puis j'ai pas tendance à me dire mais qu'est-ce qu'elle a écrit, c'est nul. J'ai tendance à me dire qu'est-ce que j'ai pas compris. Parce que pareil, il y a tout un truc autour de vous, les humains, tu vois, le côté un peu spéciste. Vous, les humains, en gros, le monde est divisé en 2 catégories, les humains et les animaux. Et les animaux sont des sous-vivants. Et là, en fait, on a des tigresses métamorphes, donc qui sont pas des humaines, mais qui sont pas juste, on va dire, des animaux non plus. Et donc il y a un peu ce côté, on a aussi des sentiments, on a des vies, on pourrait vivre avec vous, machin. Mais on mange des gens, mais on a des sentiments. Mais ça montre que des tigresses qui sont ultra dangereuses et dont il faut se protéger. Et du coup, pareil, c'est quoi le message au final ? Est-ce que c'est pas une ancienne vision du colonialisme ou, tu vois, un peu... Oui, mais du coup, on part du principe que les humains ont raison, en fait, dans ces cas-là. Et je pense que c'est pas forcément le message qu'elle veut passer au départ, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris, que j'ai pas saisi. Bon, voilà, lisez-le, dites-moi. Voilà. Donc je rappelle, c'est Quand la tigresse descendit de la montagne, de Niveau, aux éditions La Talente. Les bouquins sont très jolis. L'illustration de la couverture est vraiment jolie. Et moi, j'ai la version couverture souple, mais ça existe en couverture dure, où le titre est stylisé, tout ça. Voilà. D'accord. C'est pas les éditions La Talente qui ont failli disparaître puis qui ont été sauvées il y a pas longtemps. C'est ActuSF. Non, j'ai confondu avec ActuSF. La Talente est sauve. Je pense qu'on... Oui. Et si on oubliait au gras Je vous propose qu'on se dise au revoir ici. Et Voilà, oui. Elle fait la lippe. Oh. Augre, est-ce que tu veux prendre la suite ? La directrice de l'Institut de recherche historique frappa sur la table du plat de la main en s'écriant « Vous vous rendez compte de ce que vous avancez ?» Quand le thème a été annoncé contes, j'ai mes recueils de contes de Perrault qui me sont passés en tête. Je me suis rappelé aussi que la dernière fois que j'avais voulu lire un truc destiné aux enfants, j'avais pas forcément apprécié Fifi Bras d'Acier. Du coup, je me suis dit, il y a un truc que t'avais lu ado, que ça t'avait complètement dépassé, ça s'était passé au-dessus de la tête, c'est le conte philosophique. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver un conte philosophique, mais qui ne date pas des Lumières, qui n'ait pas été écrit par Voltaire ou Diderot, et puis je vais voir un peu ce que je trouve. Eh bien, tout d'abord, pas grand-chose. En gros, ce qui ressortait énormément, donc le conte philosophique,
On en a parlé un tout petit peu au début. Le conte philosophique, c'est... dans la définition que j'en avais lue, il y avait un côté moralisateur, prendre une société un peu simplifiée, utopique, enfin voilà, ce que vous voulez un peu dans ce sens-là, et puis en tirer des morales. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des contes philosophiques qui ont été écrits par des femmes ? Je me suis posé la question. Et puis, comme je faisais la con à ce moment-là avec ChatGPT, j'ai demandé à ChatGPT un conte philosophique écrit par une femme, et 4 fois de suite, il m'a proposé des contes philosophiques écrits par des hommes. À la fin, je lui ai répondu « tu as tort », et là, il m'a dit « cette réponse n'est pas autorisée », ou un truc dans le genre, on va signaler votre réponse. Du coup, j'ai repris ma recherche Google, pour essayer de trouver. En conte un peu plus moderne, j'avais déjà lu, en conte un peu philosophique, un peu plus moderne, j'avais déjà lu Le Petit Prince. Je suis tombée sur des bouquins où on disait « c'est presque un conte philosophique », et puis, après avoir épluché une liste, je sais plus si c'est Sens Critique ou si... Il y a aussi des listes sur Booknode. Enfin, c'était peut-être une liste de contes philosophiques sur Sens Critique. Je suis tombée sur ce truc, un tout petit livre, 99 pages, aux éditions de l'Harmattan, qui s'appelle « Le règne des femmes » et qui a été écrit par Paula Dumont. Alors, moi j'ai qu'une version numérique parce que la version papier, il me semble qu'elle est plus éditée, enfin je l'ai vu passer très cher, donc soit c'était une originale, soit c'est plus trop édité, mais la version numérique, le PDF et l'EPUB sont disponibles sur à peu près tous les sites. Bon, faut savoir que la dernière fois, quand on a parlé des ouvrages, j'avais refusé un ouvrage qui reprenait les histoires, les contes et légendes pour les petites filles en disant « Ah, c'est too much quand même, là ta carte féministe, elle est un peu abusée !» Bon, le règne des femmes, ça va à peine plus loin. Voilà, donc Paula Dumont, c'est une autrice qui est née dans le Doubs, mon département en plus, c'était rigolo de découvrir ça, en 1946. Elle était professeure et elle a soutenu sa thèse de littérature après son départ à la retraite. Maintenant, si je dis pas de bêtises, elle est sur Montpellier, là où j'ai fait mes études. C'est encore un truc un peu rigolo et je vous jure, c'est pas fait exprès. Et ce soir, elle est là, elle va se connecter, bravo. Alors, vous allez rire, quand j'ai montré le livre à la personne qui partage mon canapé, il m'a dit « Ah tiens, mes parents ont le livre dédicacé chez eux. » Vraiment. Et il n'y a pas d'explication, ils se souviennent plus d'où ils ont eu le livre, donc c'était assez drôle. En fait, elle écrit beaucoup, elle s'est mise à écrire, donc elle bossait déjà dans tout ce qui était un peu... donc l'enseignement, la littérature, elle a écrit beaucoup depuis sa retraite, parce qu'avant elle pouvait pas par rapport à son devoir de réserve, d'après ce que dit son éditeur sur sa description. Ces thèmes, ils sont centrés sur l'homosexualité féminine, et par exemple, ses dernières publications, elle a fait, je crois que son premier livre, ça doit être Lettre à une amie hétérosexuelle. Et ses tout derniers bouquins, en fait, c'est des recueils, c'est 4 tomes, ça s'appelle Entre femmes, et en tout, sur 4 tomes, c'est des analyses, des résumés et des commentaires de 1100 œuvres lesbiennes. Je savais même pas qu'on pouvait en trouver autant. Et en fait, elle les sort régulièrement de 2016 à... je crois que le dernier était de 2022. Donc le règne des femmes, de quoi ça parle ? Alors je vais vraiment parler, je vais essayer de pas trop divulgacher parce que comme en plus c'est un récit qui a un côté dystopique, je trouve que c'est sympa d'aller voir un peu ce qui se passe soi-même à la fin, mais je vais quand même vous donner un peu les grandes lignes. Et puis ça se lit vraiment vite. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais quand t'as dit dystopique, Corée, elle a un petit peu levé la tête et le menton. Ah non, mais moi, quand j'ai compris que c'était une dystopie, j'étais trop contente de lire le livre, hein, vraiment. Alors, le règne des femmes, ça se passe 5000 ans après le cataclysme. Les cataclysmes, ce qu'on comprend rapidement, en fait, c'est que l'humanité, elle a failli disparaître suite à l'explosion de multiples bombes nucléaires qui ont failli tout détruire. L'humanité, elle s'est... Ouais, il y a un côté... c'est un peu ça aussi, mine de rien, dans Hunger Games. Hein, c'est un côté... dans ma phrase de sous-titre, j'ai dit sur la publication, il y aura noté la servante écarlate inversée. Moi, j'ai failli appeler ça... l'autre nom que je voulais donner, c'était Hunger Games Empire. Donc voilà, il y a des communautés de femmes qui ont survécu et se sont organisées de différentes façons. Notamment à travers un système qui s'appelle la grande sororité. Et comme je vous dis que ça y va, vraiment là, le féminisme, c'est pas le dos de la cuillère, là, vraiment. Dans cette grande sororité, en fait, elles se sont organisées entre elles, et elles excluent et elles séquestrent
les hommes. C'est-à-dire que ils vont être reclus dans la grande sororité, dans des séminaires où ils ne servent qu'à la reproduction. Et puis, quand vous êtes enceinte d'un homme, vous avez un choix. Soit après l'accouchement, il part au séminaire. Oui, dit comme ça, c'est un peu chelou. Soit vous avortez. Et donc, on va suivre 2 parcours. Donc, les 2 étudiantes dont il est question dans la phrase qui se font engueuler par leur directrice de recherche au début. Ces 2 étudiantes en histoire à qui on a demandé de traduire des documents et qui se rendent compte que c'est bizarre parce que avant le cataclysme, visiblement, les femmes, ça se passait pas de la même façon. Et puis, on va suivre aussi 2 hommes qui s'enfuient d'un centre d'insémination, de ce grand séminaire. Et à travers ce bouquin qui fait que 99 pages, ça va parler des rôles assignés, de la menace de guerre omniprésente, des conséquences que ça peut avoir, mais aussi d'autoritarisme, de domination, etc., etc. Et il y a vraiment ce côté retournement du regard qui permet un peu de comprendre ce que dénonce le livre, alors pas avec une subtilité folle, hein, si on comprend ce qu'on va y comprendre, il n'y a pas besoin de lire entre les lignes et on sait de quoi ça va parler. Mais là, l'histoire m'a vraiment plu de bout en bout, enfin, j'ai vraiment été accrochée par ce que je lisais. Ça garde ce côté très simple du conte philosophique, hein, les personnages sont pas non plus creusés énormément, comme le montre aussi le nombre de pages, mais à travers ces 2 duos de personnages, donc on a au niveau des étudiantes, on a Stella, qui est une étudiante qui est très curieuse, qui comprend pas ce qui se passe, enfin, qui est vraiment très étonnée des découvertes qu'il fait et qui pousse son amie qui s'appelle Vera, qui est plus timide, plus conservatrice, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la grande sororité. Et puis les personnages de Tom et Sam, qui sont ces hommes, mais qui sont même juste réduits à l'état de mâles du grand séminaire et qui vont s'évader. J'ai vraiment accroché à ce bouquin, je vous ai pris 2 petites citations pour finir. D'abord, une qui caractérise un peu ce qui se passe avec Stella et Vera, c'est au tout début. Donc c'est un discours qu'elles ont, justement, c'est la suite de la discussion avec la directrice de l'Institut de recherche historique. Donc vous osez prétendre que pendant l'ère de l'antécataclysme, les femmes vivaient isolées les unes des autres parce qu'elles avaient été domestiquées par les mâles. Et puis je vous ai pris une autre citation qui parle de c'est Tom et Sam en fait qui réfléchissent un peu sur ce qui leur arrive pendant leur tentative d'évasion. Et nous, pendant ce temps-là, si Lydie ne s'était pas occupée de nous, nous ne saurions même pas parler. Et voilà, c'est vraiment un truc qui m'a un peu... Enfin, le bouquin m'a vraiment retourné. Je serais très curieuse si vous le lisez de savoir ce que vous en pensez. J'ai vraiment trouvé ça assez impressionnant. Et puis vraiment le fait de trouver... J'ai découvert bien après coup qu'en fait, au niveau des contes philosophiques, Olympe de Gouges, j'en avais écrit un. Mais j'avais déjà lu celui-là, et comme j'avais dit que je voulais éviter de lire un truc datant des Lumières, ça m'avait pas forcément tenté, mais je me le suis mis dans ma petite pile à lire. Et j'avais une question pour finir, c'est vous, est-ce que vous avez lu des contes philosophiques? Est-ce que vous vous souvenez d'en avoir lu, peut-être dans le parcours scolaire ou... Oui, j'ai lu Voltaire en première, comme tout le monde ou presque. Ouais, Candide. Candide ou Zadig? Ouais, c'est ça. Peut-être les deux. Les deux. Je pense que j'ai lu Candide parce que on me l'a demandé et Zadig parce que pourquoi pas. Genre je me demande si j'avais pas un bouquin où il y avait les deux dedans et du coup j'ai lu je n'ai aucun souvenir des deux. Mais pareil, je me souviens que j'avais bien aimé mes lectures. Mais j'ai aucun souvenir de quoi ça raconte. De quoi ça parle. Moi j'ai lu Zadig, ça je m'en souviens. Je me souviens vraiment de manière très vive de m'être dit à 2-3 reprises mais qui sont cons, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais non, sinon, ouais, j'avais oublié le concept de conte Ouais, moi philosophique. aussi. Et par rapport au concept de conte philosophique, je suis curieuse, est-ce que parmi vous, certaines ont lu L'écume des jours? Ouais, moi je l'ai lu. Non. Parce que il était dans la liste des recommandations, et je me demandais du coup si ça collait ou pas, vu que je ne l'ai jamais lu. J'en ai pas gardé de souvenir particulièrement. Je l'ai lu il y a très longtemps. Je m'en souviens pas.
Je suis en train de regarder du coup une liste de contes philosophiques qu'on peut souvent lire notamment à l'école. Je crois que pareil, à part Candide, j'en ai pas lu non plus. Bah, sauf l'écume des jours si ça rentre dans le... Mais aucun ne m'a laissé tant de souvenirs. C'est triste. D'après le chat, ça ne correspond pas. D'après l'avis des 2000 personnes. Bah, Wikipédia le référence comme un roman, mais mentionne pas que ce soit considéré comme un conte du tout, j'ai pas l'impression. Bah, après, moi, il y a eu des trucs que je me suis demandé si j'allais les lire. Je vous ai envoyé plusieurs messages en disant si j'ai ça, ou de chercher le titre d'un roman avec conte à côté, parce que pour moi, j'avais le sentiment que ça rentrait dans la catégorie conte, mais sans que ce soit officiellement un conte, j'ai hésité. Finalement, je suis partie sur celui que j'ai présenté, parce que d'un, il était court, j'avais peu de temps, que j'attendais de le lire depuis cet été, et que j'étais sûre et certaine que c'était un conte, mais c'est vrai que des fois, c'est pas facile, hein. Et c'est vrai que j'ai un peu dérivé, mais du coup, est-ce que vous aviez des questions sur le règne des femmes ? Est-ce que ça t'a pas paru court ? J'ai du mal à m'imaginer lire une dystopie qui fait que une centaine de pages. Eh ben justement, je sais pas si je l'ai lu en 2 jours, même pas. Je sais pas si c'est parce que je me suis vachement projetée dans le truc, mais par exemple, j'ai enchaîné juste après avec le préquel de Hunger Games, qui dans le genre dystopique se pose là. C'est ça. Eh ben, je pense que comme elle ne détaille pas énormément son univers, et qu'on a juste quelques moments clés, et sachant que il y a un bond temporel à un moment. Ce qui fait que ça, pour moi, un peu agrandi l'univers, et il y a des trucs qui étaient très faciles, très simples, mais la manière dont c'est écrit m'a tout de suite mis dedans, que je me suis dit, ok, ça, on s'appesantira pas dessus. J'avais envie que des gens fassent des fanfictions sur ce truc pour développer l'univers, mais pas non plus au point d'être frustré de pas avoir eu les réponses en lisant. Ça aurait pu être plus long, mais t'étais pas frustré d'avoir lu ce que t'as lu. C'est ça. Et puis, en réalité, pour avoir été un peu traumatisée par ma lecture de La Servante écarlate, je suis pas sûre que j'aurais eu envie que tout soit détaillé. Ah, La Servante écarlate. J'ai dû arrêter la série, ça me foutait mal au bide à chaque épisode. J'avais une petite reco qui est pas liée à ça. Alors, je sais pas ce qu'il en est des autres versions, mais on m'a offert à Noël, et c'est con parce que j'avais déjà lu mon livre, on m'a offert en fait le Magicien d'Oz, dans une édition de chez Flammarion, qui est illustrée par le studio, dont je vais retrouver le nom avant de dire une connerie, par le studio Minalima. La manière dont c'est vendu, c'est que ça a travaillé sur tout ce qui est l'esthétique des Harry Potter. Et c'est con que j'ai pas le livre pour vous le montrer, enfin les gens qui écouteront de toute façon, ça ne leur aurait servi à rien. Le livre est derrière, j'irai le chercher après l'enregistrement. Vous savez, c'est un livre, il a un côté un peu pop-up. C'est-à-dire que vous allez déplier des choses en lisant. À un moment, vous avez Dorothy, vous pouvez lui bouger les jambes. Vous découvrez vraiment des trucs à chaque page, donc c'est un sacré pavé. Et j'ai vu que je suis allée fouiller un peu la page de cette collection, et en fait, ils ont adapté des contes. Il y a La Belle et la Bête, il y a pas mal de trucs, et c'est vraiment de superbes objets. Et pour une fois, même si je suis la première à racheter des bouquins en édition collector parce que la couverture elle est belle, il y a du doré, bah là même quand on l'ouvre, les illustrations sont belles, le fond de page il y a des illustrations sur le fond de page. Moi c'est la première fois que je retrouve ça depuis que je lisais des espèces d'éditions énormes là comme ça, je fais des gestes de grand avec mes bras, de 20 milieux sous les mers où toutes les pages étaient dessinées, et il y avait des dessins derrière chaque pavé de texte, et ben là c'est la même chose. Vous commencez dans le Kansas avec Dorothy, on vous explique que tout est gris dans la vie de Dorothy, toute la page c'est de l'herbe grise, c'est la maison elle est grise, c'est très très chouette. J'ai pas beaucoup avancé parce que c'est un conte, je connais encore un peu vaguement, j'ai l'impression de connaître un peu vaguement l'histoire à cause de la pop culture alors que j'ai jamais vu le film, mais c'est superbe à regarder et à feuilleter. Ok, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur la lecture d'Ogra ? Non. Moi, ça m'a rappelé un truc que j'avais écrit quand j'étais ado. Petite anecdote. Dystopie comme ça, toi. Non, pas du tout.
quand j'étais ado, je devais avoir 17 ans, j'étais en première, je pense. Est arrivé à la maison Internet et AOL et les chatrooms AOL. Ouais. C'est l'époque caramel, tout ça. Bon, là, c'était AOL. Et j'allais dans une chatroom qui s'appelait l'Auberge du Loup Blanc, qui était en fait du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentrait sur cette chatroom, on incarnait notre propre personnage, toujours le même. Vraiment, c'était truc, il y avait toujours les mêmes personnes. Bah, en fait, un peu comme si maintenant on venait sur un Discord et qu'il y avait un chan qui était... on fait du RPG, quoi. On rentre, on a un rôle et on joue ce rôle quand on rentre. Et donc moi, mon personnage, Tua, j'ai jamais su le prononcer, c'était un nom écrit qui n'était pas voué à être prononcé, Tuwa. J'avais imaginé que c'était alors, j'avais inventé tout un truc, une Kalakienne, de la tribu des Kala, qui donc étaient des espèces de guerrières amazones, voilà. Et donc, je passais du temps, au lieu de faire mes devoirs, dans cette auberge, avec ces gens de tous âges, et à jouer nos personnages et tout. Et un jour, j'ai voulu écrire qu'est-ce qui s'était passé pour ce personnage avant la première fois où elle a poussé la porte de cette auberge. Et j'étais partie sur un truc, du coup, type Amazon, où j'avais été amenée, où j'avais été enlevée quand j'étais petite par ces femmes, amenées du coup dans leur tribu. J'avais été élevée en tant que guerrière, parce qu'il y avait les guerrières et les reproductrices. Enfin voilà, j'avais inventé tout un truc et que régulièrement les hommes voulaient venir récupérer leurs femmes. Donc il y avait tout un truc d'endoctrinement, mais je m'en rends compte maintenant. À l'époque, je l'écrivais comme un truc vachement bien en fait, d'être une petite fille enlevée, élevée comme une guerrière dans une tribu, dans la haine des hommes. Enfin vraiment, j'avais écrit tout un truc, mais au moment où je l'ai écrit, c'était, je sais pas, j'avais en tant qu'ado, j'avais besoin je pense de ces femmes fortes autour de moi. Et donc c'est en ça que ça me rappelle un peu du coup cette histoire-là. Et c'était terrible ce qui s'était passé après. Les hommes avaient fini par attaquer, on avait dû fuir, notre grande prêtresse avait été tuée, enfin bon, un truc de fou, quoi. Ça m'a fait penser à ça. Dans ce genre de chan, moi, c'était le personnage de Corée, puisque ça vient de là. Et en fait, chaque capacité que mon perso avait, c'était par rapport à une réincarnation. Mais je me réincarnais pas, genre, tu sais, en grande prêtresse ou machin. C'était genre la mécanicienne, le truc, et ça permettait... Voilà. Et aussi des chouettes histoires sur les chan. Ça n'a rien à voir avec le conte. Bah, oui et non, parce que le jeu de rôle, quelque part... Si on part du principe que le conte parle de choses un peu concrètes, même s'il y a un peu de fantastique, bah finalement, la vie de mon personnage, c'était ça. Enfin, ce que je lui faisais vivre. Enfin, tu vois, mais c'est pareil, c'est entre le conte, la fantaisie, le jeu de rôle, le fantastique. Où est-ce que tu te situes exactement ? Si ce genre d'histoire t'intéresse toujours, faut lire du Charlotte Bousquet. Non, mais c'est à Charlotte, c'est... Ah, Charlotte, c'est une copine. Non, mais Charlotte Bousquet, c'est... Ouais, il n'y a pas d'autre mot. C'était pas Arachné, c'était l'histoire des tatouages. Oui, c'est... Attends, il y a Arachné, il y a Sang de Lune. Et il y a... Sahara, quelque chose comme ça. Je fais la recherche. Eh ben, c'est de Charlotte Bousquet, l'autre bouquin que j'avais failli lire à la place de Fifi... Enfin, pas que d'elle, de Fifi Brindacier. Au niveau des contes, c'est La Revanche des Princesses. Okay. C'est un recueil avec 6 contes. Donc il y a Charlotte Bousquet, Alice Brier-Raquet, Carole Trébor, Sandrine Beau, Kim Consigny, Anne-Fleur Muton, et c'est 6 histoires de princesses audacieuses et décalées. Et les princesses prennent leur revanche. La saga, c'est La Peau des rêves. Hein. Ok. Écoutez, on verra si la moi de 40 ans kiffe autant que la moi de 17 ans. Non, mais c'était bien. Ouais. Je l'aimais bien, ce personnage. Oui. Personnage qui existe toujours à chaque jeu de rôle que je fais. Hein. Je joue toujours une femme barbare, une femme guerrière, une femme soldate, une femme bourrine. Et dès que je dois jouer à autre chose, je le tue parce que je fonce dans le tas. Donc... Mais t'es scribe. Et alors, je peux pas me battre? Non. Oh. Bah avec une plume. Bah je le tente quand même. Bah t'es morte. Bon, on s'éloigne un peu là du sujet, comme on fait d'habitude.
Est-ce que, du coup, Ogra, t'as commencé à en parler un peu, est-ce que vous aviez en tête d'autres livres ? Disons que nous rentrons un peu dans la partie Corée de cet Mais épisode. vous avez vraiment gardé J'ai déjà cette, fait la mienne. Je crois, faire une Corée, je trouve que ça marche bien. hein. C'est marqué. Non, mais moi dans j'ai la- bien aimé quand Corée a fait une Corée en disant en fait, bon, j'aurais pu vous parler de plusieurs livres, mais je vais vous parler d'un livre qui parle de tous les livres. Bon, du coup, est-ce que vous en avez d'autres en tête ? Pas forcément que vous auriez eu envie de lire, mais voilà, à part effectivement les contes de Perrault, les contes de Grimm, donc je pense que c'est les premiers qui viennent en tête dans ces cas-là, mais d'autres que vous avez en tête, que vous avez déjà lus, que vous recommandez éventuellement. J'avais hésité à aller vers tout ce qui est... j'ai plus les références, mais j'ai vu que ça en parlait dans le chat, ça nous donnera peut-être des noms. Tout ce qui est histoire de yokai. C'est il y avait les fantômes japonais, c'est ça ? Ah ben voilà, le conte de la princesse Kaguya, effectivement. D'accord. Donc ça c'est Lisa dans le Moi- chat qui en parle. Ah, c'était pas un conte, c'est une saga qui a été faite. Tu sais, à un moment donné, il faisait beaucoup de sagas par rapport aux personnages de contes. Et je l'avais lu en anglais à l'époque, mais maintenant c'est en français. C'est Lunar Chronicle. Et c'est une saga de dystopie, il me semble. Non. De SF en tout cas, où par exemple Cendrillon c'est Cinder, c'est une cyborg, Réponse est une femme qui est perchée dans les étoiles, Cendrillon est une fermière, oui Cendrillon est une... Chaperon Rouge pardon est une fermière et ça raconte leurs aventures en fait. Chaque personnage féminin, donc dans une réécriture beaucoup plus moderne des contes, se rencontrent au fur et à mesure des tomes. Et donc il y a toute une intrigue par rapport, là c'est des habitants de la Lune, enfin un truc comme ça. C'était une chouette saga. Ok. J'ai réussi à faire ma Corée. Lisa dans le chat parle sur les yokai de l'excellent podcast La Librairie Yokai et je partage cet avis. Exactement. Bax parle de... Attends, je relis le message. Ravage de Barjavel. Ravage. Conte sur l'apocalypse et la société de consommation, plutôt cool. Moi, c'était pas un conte sinon, mais c'est un livre sur les mythologies. Il s'appelle Les dieux s'amusent, que j'ai dans ma pile à lire depuis un moment, puisqu'on m'en a parlé, mais qui est un livre que, par exemple, mon canapé a lu quand il était ado. Donc, qui aurait sûrement pu rentrer dans le thème du précédent club de lecture. Oui, c'est vrai. Je suis en train de me demander, est-ce que les gens qui écoutent Choix-Pitre ont la référence du canapé ? Ah, peut-être pas. Parce que c'est un terme qui est rentré dans le The vocabulaire des gens de Podcut. Podcut. Ouais. Ça vient de Podcut, ça vient de Dr. Watt. Donc juste vite fait, pour pas laisser les gens de côté, on appelle nos canapés, en gros, les gens avec qui on vit et qui partagent notre canapé quand on regarde la télé. Voilà. Ça vient de là. Quand on lit, Ouais, c'est tu partages le fauteuil d'à côté. Mais qui du coup, finalement, peut être un amoureux, une amoureuse, un Voilà, coloc, ça. une coloc, un frère, un père, Ça englobe une maman. C'est la personne qui partage le canapé. Et donc c'est devenu de la personne qui partage le canapé, c'est devenu le canapé. L'assistance, quelque part. En petite reco, pas du coup livre, mais il faudrait que je le re-regarde avec du recul. J'avais adoré Les Frères Grimm de Terry Gilliam. Le film, je Ouais. l'avais vu au cinéma. Et Ah, je l'ai pas vu. Pareil, je me souviens d'avoir bien aimé, je me souviens pas de ce que raconte le film, enfin, je me souviens pas du film en lui-même. Avec Matt Damon. Ouais. C'était pour ça que j'étais allée le voir, parce qu'il y avait Matt Damon. Je sais plus qui joue l'autre frère. Heath Ledger, de ce que je vois. Ok. Ah purée, c'était... j'avais oublié que l'actrice dedans, c'était une des actrices, je vais très mal prononcer son nom, mais j'ai pas envie de dire que son nom de personnage, c'est Lena Headey, qui joue Cersei. Ah, non, je m'en souvenais pas. Je me souvenais juste de Matt Damon. Matt Damon, moi je me souviens de la chanson I'm Beep Matt Damon, qui était une blague de deux humoristes, un couple d'humoristes, et ils avaient fait un clip. Je t'enverrai des liens si je retrouve Pomme. Tu verras Matt Damon comme jamais. Ok. Et Et la réponse de son mec, c'était I'm Beep Ben Affleck. Donc autant D'accord, dire ok. que... Il y a Lisa qui parle de la série Grimm qu'elle a beaucoup aimée. Ça Et il y avait avait aussi les liens. Aussi, je te donnerai les liens. aussi les liens. Corée j'avais- a parlé au tout début de Once Upon a Time, mais ça avait pas Oui. l'air d'être tout à fait une reco.
Oh si, au début, les premières saisons, elles sont bien. Oui, mais là, clairement, je suis à la dernière saison. Ah, d'accord. Ils ont bien étiré la sauce. Alors, je les ai refaits, et déjà, à la saison 5-6, tu fais « Ah tiens, c'est marrant, ça commence à se répéter. » Enfin, non, pas... Enfin, je sais même pas si je suis pas à la saison 3 que je suis déjà en train de me dire que ça se répète très fort. Pour moi, ce serait bien terminé à l'arc de Peter Pan, si tu vois de quoi Oui. je parle. Là, je suis dedans. Moi, c'est Voilà. cette série qui m'a fait tricoter des couvertures pour les bébés. Voilà. Ça. Non, c'est vrai. Ma cousine était enceinte. Je voulais tricoter un truc. Je voulais pas tricoter un truc que la petite porterait 3 jours et qu'elle porterait plus jamais, quitte à y passer du temps. Et je savais pas quoi faire. Ou offrir, tant pis si je le tricotais pas, mais offrir un truc qui resterait dans la durée. Et dès le début de la première saison, il y a l'histoire de la couverture de bébé, puisque l'héroïne, c'est tout ce qui lui reste de ses parents, c'est cette couverture de bébé, que j'ai trouvé vachement jolie. Et je me suis dit, oh, mais oui, je vais tricoter une couverture. Et derrière, j'ai tricoté une dizaine de couvertures pour une dizaine de bébés. Voilà. Voilà. Ok. Moi, j'avais commencé à lire Chocolat de Joanne Harris, qui a été adapté au cinéma avec Juliette Binoche. Et en fait, j'aimais beaucoup le film. Je crois que le film s'appelle Le Chocolat. Et pour moi, c'est un conte. J'ai galéré à trouver un site qui dit le mot conte pour ce livre, et j'ai fini par en trouver un. Je me suis dit, ouais, ça rentre. Mais c'était trop long, et je voulais prendre le temps de le lire. Je n'avais pas envie de le rusher. Donc je l'ai pas fini, et je pense que je trouverai le moyen de le faire rentrer dans un autre thème, à un moment ou à un autre. Puis au pire, je le lirai de mon côté. Mais ça fait longtemps que je veux le lire, puisque j'adore le film. Le film, c'est un de mes films doudou. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, là. J'ai l'impression qu'on étire, nous aussi. On fait un peu comme Once Upon a Time. Je pense qu'il va être temps de faire le tirage au sort. Donc, pour rappel, avant le tirage au sort, le thème du mois prochain, parce que là, on va faire le tirage au sort pendant 2 mois. Le thème du mois prochain, c'est un livre de votre auteur ou de votre autrice préférée que vous n'avez pas encore lu. Moi, j'ai toujours pas résolu mon problème de je n'ai pas d'auteur ou d'autrice préférée. Mais on va y arriver. J'avais complètement zappé. Non, j'ai quand même une idée en tête, donc ça va. Faut juste que je le lise, quoi. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Pour dans 2 mois, c'est encore un thème proposé par Sarah, puisqu'elle en a proposé 8. C'est plus facile de tomber sur les siens. Je pensais que t'en Et avais le pas thème, suffisamment, c'est pour ça. Ah non, mais je te reproche pas. T'inquiète pas, c'était pas un reproche. Ça me fait marrer. Et le thème donc est Grandes épopées fantastiques. Ok. Oulala. Et de quoi ça va nous parler, Sarah Eh ben, t'es là. comme description, Sarah, elle a mis « Tout est dans le titre ». Donc on a 2 mois horrible. pour se relire Le Seigneur des Anneaux, pour se relire, j'en sais rien vite, donnez-moi des titres là, pour se relire. Brandon Sanderson, Les Livres des Radieux, il n'y a que 8 petits tomes, un truc comme ça, de 1000 pages chacun, on va y arriver. Je pense que lire un tome suffira, on n'est pas obligé de lire toute la saga, Non, Sarah, bien tu sûr, peux vous confirmer. pouvez lire un seul tome. Effectivement. On rappelle que relire est tricher. Ah, donc... Si. C'est marrant parce qu'à chaque fois, quelqu'un se fait avoir avec ce truc de relire ou Non, d'avoir parce lu que juste j'avais avant. une autre idée de Il faut- thème d'un truc que j'adore, et mais il faudra que je fasse un chapitre en fait. Je vais le relire juste pour faire un chapitre à la Oui, place. oui, tu oui. peux faire ça. Il y a une façon qui fait que ça peut compter, c'est si genre tu fais partie de ces gens qui n'ont jamais voulu finir le dernier chapitre pour pas Oui. finir l'histoire. Ah non, Et moi, je du peux coup, pas faire ça. j'en ai 50 des livres comme ça. Ah, moi je peux pas faire ça. Dans 10 J'en ans, on ai dira tellement. Pomme, pourquoi tu finis jamais tes livres? On sait jamais. Je Parce que savais qu'un jour ça la serait règle utile. étant de finir le livre après l'annonce du thème. Exactement. Tu peux l'avoir commencé il y a 20 ans. Pour rappel, Poil de carotte, je l'ai commencé en 92 et je l'ai fini en décembre. Après, est-ce qu'une nouvelle traduction compte? J'essaie d'aider un peu Sarah. Bah en vrai, oui. Franchement, si c'est comme le Seigneur des Anneaux je où suis ils ont pas juste sûre. mis Frodo à la place de Frodon, pardon. Ah, apparemment, il y a quelques c'est autres trucs quand même important. qui ont changé, mais oui, c'est sûr. Donc le thème pour dans 2 mois est Grandes épopées fantastiques. Coucou, c'est la pomme du montage.
Après discussion, Sarah s'est rendue compte que le terme épopée n'était pas le bon. En fait, ce qu'elle nous propose de lire, c'est de l'épique fantasy. Je vous en donne la définition qu'elle a trouvée et qui convient mieux à ce qu'elle voulait. Donc l'épique fantasy est un sous-genre de la fantasy qui se déroule dans un monde inventé ou parallèle. Il est généralement considéré comme le même genre que la haute fantasy puisqu'il partage de nombreux éléments, mais l'épique fantasy pousse l'histoire encore plus loin d'une manière plus grande et plus épique. Par exemple, les enjeux sont plus importants, la Terre, le monde est en péril, un grand mal menace le monde, le conflit ébranle tous ceux qui vivent dans le monde de l'histoire, etc. Il y a des très bonnes listes un peu partout, sur Goodreads, etc. Donc je pense que vous trouverez facilement quoi lire pour dans 2 mois. Retour à l'épisode. Lisa me demande de quel livre je pensais. C'est celui que mon canapé est en train de lire actuellement, que je lui ai offert en belle édition à Noël, Le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Puisqu'on était en train de revoir la série, on est à fond dedans et on a découvert qu'il y avait un film qui allait sortir à la fin de l'année, qui se passe dans une autre époque aussi, mais qui traite du même univers. Donc voilà, okay. J'ai failli... J'aurais peut-être gratté. Mais en même temps, j'allais pas le relire, là. Ouais, non, peut-être pas. Attends, je suis en train de me tâter pour le prieuré de l'Oranger et je vois l'épaisseur du mais faut que je lise la suite. C'est pour dans 2 mois, ça va. Ah ouais, mais je le lis en VO. Bon, on va discuter de tout ça hors antenne. On va rendre l'antenne parce que bon, il y a d'autres. Comme dit Pomme, c'est compliqué. Ok. Et puis on va discuter. On peut continuer la discussion sur le Discord de Podcut puisqu'on enregistre sur le Discord de Podcut. Rejoignez-nous sur le Discord de Podcut pour participer aux discussions. Et puis voilà. On se dit au mois prochain. À la prochaine. Bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.